Bonjour Mélodie, Bonjour Julien. je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous sur le podcast. En fait, ça faisait un moment qu'on voulait t'inviter. Ouais, parce que on avait très envie d'échanger avec toi autour de la neurodiversité. C'est un sujet qui nous parle forcément beaucoup chez Cameo et sur lequel tu as énormément de choses intéressantes à partager. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Pour commencer, il y a une question qu'on aime bien poser à nos invités, surtout quand ils ont plusieurs casquettes, plusieurs activités et un beau parcours atypique comme le tien. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et qu'on te demande ce que tu fais, comment tu te présentes aujourd'hui? Vaste question. Parce que j'adapte en fait par rapport à la personne en face, qui va être pertinent de partager ou pas, ce qui va l'intéresser, ce qui va faire écho, et puis le temps qu'on a devant nous. Donc en général, je dis juste, bah écoute, j'ai plusieurs casquettes, et puis je vois à partir de là ce qui ressort. Est-ce que tu parles de ta pure activité tout de suite ou tu choisis un métier, tu sais, va finalement résonner, va parler à la personne en face? Non, j'ai tendance à parler de la pluriactivité parce que pour moi, enfin, ça fait partie de moi et voilà, c'est quelque chose qui est important aussi peut-être à normaliser. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà. Donc c'est vrai que souvent, si je commence à parler d'une partie et les gens s'arrêtent là, je fais, oui, mais alors attends. Donc, mais voilà. Est-ce que tu as cherché longtemps justement une manière de te présenter, de parler de ce que tu fais? Alors, je pense que ça a été surtout le fait de l'assumer, parce que souvent mal compris, voire mal perçu, et aussi parfois le côté, les gens ont du mal à voir le fil rouge. Et donc c'était quelque chose on me questionnait souvent en disant, mais c'est vraiment voilà, un peu dans tous les sens, alors que pour moi c'était vraiment très clair qu'est-ce qui faisait sens et pourquoi. Et en fait, chaque point venait nourrir quelque chose de global. Donc, pour moi, c'était plutôt de réfléchir à comment ça, je peux le rendre peut-être plus intelligible pour les personnes. Et c'est pas non plus l'ensemble des personnes, mais pour qui c'est peut-être moins évident à voir derrière qu'est-ce que ça veut dire comme au global, quoi, de choses communes. Et justement, tu as une phrase un peu fil rouge que tu partages? La phrase fil rouge, alors ça dépend, mais souvent pour moi, en fait, depuis que je travaille. Donc, j'ai plus une vingtaine d'années d'expérience sur les sujets de transformation. Bon, après, transformation, voilà, comme souvent, ça veut peut parfois aussi tout et rien dire. J'explique que ce soit la transformation aussi bien humaine, des façons de travailler, que ce soit la communication, marketing, enfin, et voilà, j'explique que via plusieurs prismes, plusieurs compétences, plusieurs métiers même, ça m'a permis d'explorer plusieurs facettes d'un même sujet global. Et justement, sur ce sujet, qu'est-ce qui, toi, dans ton parcours, t'a amené à t'intéresser aussi profondément à la neurodiversité? Alors, bah, je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que, un peu comme Monsieur Jourdain au départ, c'était le cas, mais sans le savoir. C'est-à-dire que comprendre l'autre, de travailler, de bien fonctionner, avec moi un sentiment que je savais pas forcément expliciter, mais de décalage parfois, notamment au travail. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée, sur lequel j'ai eu à minima une vigilance avec des collègues, en tant que manager, etc. Et à partir du moment où moi j'ai eu mes diagnostics, j'ai eu ma compréhension, mon profil, etc. C'est là où ça m'a permis de mettre ça en exergue et de dire ah ok, ça explique certaines choses. Peut-être j'aurais su plus tôt, ça aurait fait autrement. Et donc c'est ça vraiment qui m'a dit j'aimerais bien en fait voir ce que moi j'aurais aimé voir il y a X années. C'est ça moi qui m'a vraiment poussé à prendre la parole sur ces sujets, tirer aussi des tabous parce que là on commence à en parler, mais pendant longtemps ça a vraiment pas été le cas. Donc c'est vraiment pour ça que moi j'ai souhaité aller là-dessus. Et quand tu regardes ton parcours justement avec du recul et avec cette clé de compréhension-là, qu'est-ce que tu relis autrement finalement? Qu'est-ce que ça t'a permis de voir Ouais, mais je pense que déjà même au niveau des études, des choix que j'ai faits, si je regarde en fait toute ma carrière, on peut le dire comme ça, mais ça s'est fait, j'ai envie de dire plutôt de non-choix, c'est-à-dire choisir c'est renoncer, et donc on m'a toujours dit il faut se spécialiser, il faut choisir un métier, une fonction, une expertise, et ça c'est quelque chose qui m'a jamais parlé. Parce que bah, ma curiosité, mon envie d'apprendre plein de choses faisait que pour moi, je comprenais pas en fait. Et donc je me suis toujours dit, il y a quelque chose qui va pas, j'arrive pas à me spécialiser et ça me porte préjudice aussi potentiellement parce que l'habitude d'avoir des carrières plutôt linéaires ou en tout cas c'est valorisé bien souvent. Ça fait X années que je suis que sur ce job-là, que sur ce type, etc. Alors que bah moi c'était pas ça, donc c'était peut-être moins lisible, mais en tout cas voilà, moi c'est quelque chose que j'ai toujours vu et pareil dans les études où j'ai souhaité faire des études qui me permettaient de voir le plus de métiers
finalement possible, de façon voilà. Et ça, c'est quelque chose voilà, que j'ai toujours trouvé. Et au final, dans les postes que j'ai pu choisir, c'était pas forcément justement la fiche de poste ou l'angle qui pour moi était le premier critère, même si évidemment ça en fait partie, mais c'était l'environnement. Est-ce que j'allais être dans un environnement avec un win manager, une équipe où je sentais que j'allais pouvoir peut-être un peu pousser les murs par rapport à ce qui était dans la fiche de poste, est-ce qu'il allait avoir cette liberté-là, cette possibilité aussi d'y apporter des choses. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été récurrent où je me suis finalement, j'ai évolué en cherchant des écosystèmes, des façons de faire, des façons de penser quelque part. Et évidemment, derrière ce qui était sur la fiche de poste, mais sachant que moi, ce qui m'intéressait, c'était quand on me disait, alors bon, là, il y a une fiche de poste, mais en réalité, c'est plus complexe. Et en gros, si j'arrivais dans un truc où c'est un peu le chaos, et on se dit, bon, bah, là, ça va un peu dans tous les sens, ça, c'est un peu compliqué, on va pas vous le cacher. Je me dis, mais très bien, parfait, je vais pas m'ennuyer. Voilà. Moi, si je devais résumer, il y a deux termes, il y a la curiosité et l'ennui. C'est-à-dire que dès que je m'ennuie, ou j'ai un peu l'impression d'avoir fait, alors le tour, c'est peut-être un peu too much de le dire comme ça, mais dès que je commence à m'ennuyer, ma curiosité fait que je me dis, ah non, mais faut que j'aille apprendre d'autres choses encore ailleurs, quoi. Et justement, ce fonctionnement que tu avais avant d'avoir ces clés de compréhension, tu voyais ça comme un problème ou comment tu le vivais finalement? De base, je le voyais pas comme un problème parce que pour moi, c'était en fait ma façon de penser et j'imagine, enfin, on se pose jamais la question de comment fonctionnent les autres. On m'a fait comprendre que dans certains cas, c'était un problème ou à minima pas forcément classique, compréhensible. Et moi, c'est vrai, je donne souvent l'exemple d'une phrase il y a bien longtemps d'une RH, mais qui est restée parce que je pense qu'elle m'a vraiment fait réfléchir, mais aussi blessée et qui m'avait dit, bah toi, ton problème, c'est trop d'expertise sur trop de sujets différents. Et donc, du coup, experte de tout, experte de rien. Et donc, elle m'avait dit, tu vois, normalement, on a des cases et une personne a, on va dire, 80 peut-être compétences d'expertise dans telle case et peut-être, allez, 30 ou 40 dans les autres. Toi, tu as à minima 80% d'expertise sur plusieurs cases. Et donc, bah, du coup, tu peux être experte de rien parce que tu as trop d'expertise. Donc, pour moi, c'est pas lisible. Ça, en fait, voilà, c'est quelque chose qui à la fois est pas faux, même si ça évolue. En tout cas, ça dépend des contextes. Et où je me suis dit, mince, c'est quoi mon problème, en fait, à pas réussir à n'être que sur un sujet, un angle, une fonction. Où je me suis dit, je le vois pas comme un problème, mais visiblement, dans certains écosystèmes, c'en est un. Donc, faut peut-être que je me remette en question ou que je. Mais voilà, il y avait ce côté où j'arrivais vraiment pas à comprendre, en fait, la logique derrière. Alors c'était la logique des autres ou c'était ta logique finalement? Bah, un peu les deux, parce qu'après, ça remet en cause ma propre logique. C'est-à-dire que pour moi, je trouvais ça que la curiosité, que vouloir apprendre plein de choses, bah, je me dis, bah non, parce que ça me permet d'apporter tel sujet qui est peut-être un pas de côté, mais qui au final va nourrir ça, etc., etc. Et en même temps, c'était pas forcément entendable, pas rassurant aussi. C'est-à-dire que si on répond, par exemple, à une offre, enfin, d'emploi, ou si on, voilà, et qu'on se rend compte que, bah, entre deux profils, moi, on m'a souvent dit, ah bah voilà, t'es le mouton à cinq pattes. Le mouton à cinq pattes, il est intéressant. Il va peut-être en finale du process, mais bien souvent, je me suis retrouvée face bah oui, non, finalement, on a choisi un profil qui rassurait un peu plus les équipes, n'ayant fait que ça depuis X années. Je me disais, bah mince, le mouton à cinq pattes, il a intéressé, on s'est dit, ah tiens, mais en même temps, il fait un peu peur, quoi. Et quelqu'un aujourd'hui qui vient te voir et qui a la même problématique, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, je dis un peu ce que moi, au final, je me suis dit au fil de l'eau, c'est-à-dire il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la question de soi versus l'écosystème, si j'ose dire. C'est-à-dire que si dans un écosystème, ça fit pas, à un moment donné, on va pas se couper une patte. Si je reprends l'exemple du mouton. Donc, il y a peut-être, voilà, des écosystèmes où il y aura plus de moutons à cinq pattes, ou en tout cas, on s'en moque du nombre de pattes de moutons, etc. Donc, à un moment donné, se dire que c'est pas une question de problème déjà, et que c'est peut-être pas soi-même essayer de se suradapter. Parce que les personnes qui font ça, bah, au bout d'un moment, on le sait, c'est au risque aussi de leur propre santé mentale et bien-être. Donc ça, pour moi, c'est vraiment de dire à la personne, ok, bah si là ça matche pas, si toi tu as une capacité dans la façon dont tu te racontes à mettre quelque chose en avant. Et puis après, il y a des choses en plus et tu les utiliseras. Mais déjà, dans la façon dont ce que tu demandais avant, en fait, comment tu te présentes, comment tu te racontes, est-ce que ça peut être déjà un premier angle? Et si malgré ça, c'est compliqué, bah, peut-être que c'est une question d'écosystème. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une des expertises que la personne peut mettre au service de son job et utiliser les autres expertises pour en faire autre chose? En fait, il y a plein de façons de faire, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le fait de se dire, c'est des forces et c'est des atouts. Et si on tente de gommer, d'effacer et de se dire, non, mais ça,
faut que j'arrête totalement. On sait que ça fonctionne pas, quoi. C'est un sujet qu'on va aborder après, la suradaptation, parce que justement, tu en parles dans un de tes ouvrages. Et justement, avant qu'on parle de ce livre, j'aimerais quand même poser une base simple pour les personnes qui nous écoutent. Quand on parle de neurodiversité, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On va être très simple. La neurodiversité, on va dire, c'est la biodiversité au niveau des cerveaux. C'est-à-dire, c'est 100% de la population. Biodiversité, neurodiversité, donc c'est tout le monde. Donc, en fait, c'est le principe. Et c'est pour ça que je parle vraiment de neurodiversité, parce que pour moi, c'est le fait, quelle que soit la façon dont on pense, dont on est câblé, pour le dire très rapidement, et aussi son éducation, sa culture, enfin, il y a tout un tas de choses qui font que, et encore heureux, bah voilà, il y a une diversité énorme des fonctionnements cognitifs. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on va appeler la neurodivergence ou neuroatypie, où là, sans entrer dans un détail trop long, ça concerne entre 15 et 20% de la population, selon les dernières études, les chiffres évoluent parce que c'est probablement sous-estimé, et ça inclut ce qu'on va appeler ce qui va diverger de la norme, et non pas la normalité. La différence est importante pour moi en tout cas. Donc là encore, les définitions évoluent. En France, on y inclut notamment ce qui peut être des troubles, donc comme le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TSA, trouble du spectre autistique, trouble 10, donc tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. On y intègre aussi tout ce qui est qui n'est pas du trouble, hein, donc au potentiel intellectuel. On commence, je dis on commence parce que les scientifiques sont pas tous et toutes d'accord, à y intégrer, par exemple, le syndrome de Gilles de la Tourette. Et dans certaines autres cultures, on y intègre aussi d'autres choses comme, par exemple, bipolarité, borderline. Donc voilà, les définitions évoluent. Donc c'est pour ça que neurodivergence, neuroatypie, c'est mouvant. Mais neurodiversité, c'est tout le monde. Et pourquoi ce mot, il est important pour toi? De neurodiversité, Ouais. ouais. Bah, il est important pour moi parce qu'en fait, c'est pas la question d'avoir, enfin, des diagnostics, des étiquettes ou des cases. En fait, pour moi, c'est vraiment plus ce que je disais avant, c'est-à-dire comment tous et toutes on est dans une diversité avec, voilà, nos façons de penser, de concevoir le monde même, et comment, par rapport à ça, on peut, dans le cadre d'une entreprise, par exemple, fonctionner ensemble, travailler ensemble, et au-delà de ça, juste être en capacité aussi de se rendre compte que l'autre ne fonctionne pas comme moi. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément en conscience parce qu'on a tous et toutes nos biais cognitifs. Et c'est très rare qu'on ait ce type de discussion en disant, bah toi, c'est quoi tes besoins? Ou c'est quoi tes préférences ou toi comment tu réfléchis, c'est pas des conversations qu'on a et pourtant c'est très intéressant de mieux comprendre l'autre aussi via ce filtre-là. Je dirais même presque que c'est essentiel, surtout dans ces périodes-là où on a l'impression que les gens ne cherchent plus à se comprendre. Je pose pas la question parce qu'on part du principe que souvent que l'autre fonctionne comme soi et c'est à partir du moment où on se rend compte que visiblement non parce que ça c'est difficile pour moi mais c'est facile pour l'autre ou vice-versa où on se pose la question de tout ça mais c'est pas une question qui vient spontanément en fait. Et justement, c'est aussi pour ça que j'avais envie qu'on parle de ce livre, de cet ouvrage que tu as écrit et qui est sorti septembre 2025, c'est ça? Donc c'est Les Atypiques du cerveau. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Alors c'est mon deuxième livre, j'en avais déjà écrit un premier qui était plus sur le sujet des neuromythes, parce que neuromythes, il y a voilà, beaucoup de choses où on les répète, on les dit sans forcément comprendre ce qui est vrai derrière, ce que ça veut dire, etc. Donc ce côté-là un peu pédagogique d'aller décrypter, c'était ça. Et puis après, en allant plus loin, sur la façon dont j'ai conçu ce livre-là, c'était de me dire, alors on commence à en avoir quand même pas mal des livres, et après je me disais, moi j'aurais bien, quand j'étais en recherche ou quand je m'interrogeais, trouver un livre qui soit à la fois simple, pédagogique, sans bullshit et en même temps sans forcément m'y reconnaître à tous les passages, parce qu'il y a ça aussi, il y a parfois des livres où on se dit ah mais je suis concerné, etc. Et c'est tellement vaste, c'est un peu comme l'horoscope quoi, on peut y retrouver avec l'effet Barnum ce qu'on veut. Donc voilà, je me suis dit j'ai envie de construire quelque chose qui, à la fois d'un point de vue scientifique, avec l'état de la science actuelle, soit rigoureux et accessible. Et au-delà de ça, parce que je trouvais qu'une fois qu'on donne des éléments là-dessus, souvent on repart avec un livre en se disant, so what? Enfin, et du coup, concrètement, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et donc d'ajouter aussi ce côté-là avec mon regard de coach, de petits, exercices, choses pratiques, où on peut aller piocher, en fait, selon des besoins et s'inspirer, puis après construire, évidemment, ses propres méthodes et façons de faire. Voilà, je me suis dit, déjà donner un peu cette base-là, ces éléments-là, pour que chaque personne puisse aussi s'approprier. Et également, un chapitre qui me tenait
à cœur et qui est encore trop peu adressé, c'est le sujet des femmes, femmes neurodivergentes, dont on parle encore trop peu. Donc je voulais vraiment y dédier aussi tout un chapitre. Et c'est un sujet important pour moi, tu t'en doutes. Ouais, ouais. Et justement, on va y revenir sur ce sujet. Est-ce que tu disais qu'il y avait pas mal d'ouvrages effectivement sur ce sujet-là. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui on parle mieux de ces sujets ou qu'on en parle juste davantage avec toujours autant de raccourcis et autant de mythes? Je pense qu'il y a tout, en fait, ça dépend des angles, ça dépend des personnes qui les écrivent, ça dépend de l'intention, enfin, de l'intention parfois des éditeurs peut-être aussi, je sais pas. Donc je pense qu'il y a de tout, en tout cas, il y a de plus en plus. Donc du coup, il y a plus de n'importe quoi et il y a plus aussi de bonnes choses. Donc ça va dans les deux sens. Et puis je pense que il y a aussi des façons d'aborder le sujet qui vont plus ou moins correspondre à ce que les gens ont envie de lire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent se tourner vers des ouvrages justement peut-être plus scientifiques avec des études derrière qui vont aller regarder sur une cohorte, etc., etc. Et d'autres qui veulent plus de vulgarisation, d'autres qui veulent plus d'outils pratiques. Donc, bah, ça dépend aussi derrière des besoins et des attentes des personnes qui souhaitent regarder le sujet. C'est vrai que, en tout cas, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au sujet, en tout cas en France, il y avait plus de littérature anglo-saxonne déjà, mais n'était pas forcément traduite, mais il y avait très peu de choses. Et ce qui était mis en avant, bah, c'est des choses qui vont parler au plus grand nombre, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, les succès, et qui du coup, bah, étaient peut-être pas forcément les plus rigoureuses. Donc, tu as l'impression que ça reste un peu à la surface ou comme tu disais, que ça utilise l'effet Barnum pour essayer d'embarquer le plus de monde. Dans certains cas, heureusement c'est loin d'être systématique, mais ça peut parfois être le cas encore, oui. Un des fils rouges de ce livre, c'est qu'à partir du moment où on comprend mieux son fonctionnement, tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Qu'est-ce que ça change concrètement finalement dans une vie de comprendre son fonctionnement, de mettre des mots dessus? C'est propre à chaque personne parce que ça va peut-être pas aller toucher ou changer les mêmes choses, donc c'est difficile de généraliser. De ce que je constate des personnes avec qui j'échange ou de ce que je peux constater aussi moi de ma propre expérience, c'est que se comprendre, bah, c'est essentiel aussi pour, alors j'aime pas le terme parce qu'il est très galvaudé, mais une meilleure bienveillance. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'en ai retenu, c'est-à-dire d'être moins en lutte finalement contre soi-même, de mieux se comprendre permet aussi de se dire, ah ok, bon bah là, je sais que je bloque potentiellement par rapport à la voilà, façon de fonctionner de mon cerveau, pour le dire très vite encore une fois, bah peut-être je vais essayer d'arrêter d'aller contre moi, de m'épuiser, de forcer. Je pose ça là, ou j'essaye d'hacker mon cerveau en fonction, et voilà, et c'est ok, et c'est comme ça, et c'est pas que je suis nulle. Voilà, donc pour moi, en tout cas, c'est ce côté-là qui est de dire, il y a des choses qui, alors c'est pas une question de faute, parce que, mais parfois c'est ça aussi, la pensée, c'est, ah mais c'est pas que de ma faute, c'est pas que je suis nulle. Enfin, il y a beaucoup de personnes aussi qui s'en veulent parfois de se dire, mais pourquoi j'y arrive pas? Alors que ça semble simple pour tant de personnes. Ou alors, à l'inverse, encore une fois, pourquoi là j'y arrive alors que ça semble compliqué pour tant de personnes. Donc ça, cette compréhension-là, elle permet de remettre en contexte et du coup, encore une fois, d'avoir aussi un regard sur soi et par rapport aux autres qui va être différent. Est-ce que tu dirais que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont moins souffert de leur propre fonctionnement que de la non-compréhension en fait pendant des années? C'est pas le fonctionnement en soi en fait qui est le problématique, c'est l'incompréhension qu'on a et celle des autres autour. Bah, je pense que son propre fonctionnement en tant que tel, ça peut jamais être un problème. C'est par rapport à l'autre, à la norme, la société et autres. Parce que si tu mets que des profils similaires, quoi que cela veuille dire, dans un écosystème, bah du coup, souvent, ça fonctionnera mieux. Donc en fait, c'est le principe d'avoir aussi des profils, des façons de faire, des façons de penser différentes, qui va faire que tu complexifies, et d'autant plus si tu te trouves sur ce qu'on va appeler les neurominorités, ou en tout cas, voilà, des façons plus minoritaires en termes de nombre. J'ai dit souvent, c'est la question, justement, le paradigme, il est sur l'écosystème. Ça m'est déjà arrivé, tu te retrouves dans une salle avec que des personnes avec un profil cognitif similaire. La compréhension, elle va être plus facile, et moi, ça marche pour tout. Donc c'est plutôt l'image aussi attendue de la société, du fonctionnement et de ce qui est renvoyé. Alors par rapport au fonctionnement cognitif, et c'est là où j'en remets une couche sur le sujet des femmes, où il y a aussi des choses, des attentes aussi par rapport au genre, qui font que ça peut aussi jouer énormément sur cette façon d'être au monde et en tout cas de le comprendre et d'interagir. Et qu'est-ce qui fait finalement que les femmes passent souvent sous le radar sur ces sujets-là? Bah, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas biologique, c'est vraiment lié au genre. C'est-à-dire que les petites filles, alors si je prends l'exemple par exemple du TDAH, du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on parle
au féminin, mais encore une fois, voilà, parce que les petites filles, on va avoir beaucoup plus tendance à leur dire reste sage, sois calme, voilà, souris, non, mais voilà, sois pas brute, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, la petite fille va intégrer ça. Et par exemple, on constate que une petite fille qui a un TDAH en classe, là où un garçon sera plus turbulent et donc va déranger la classe et donc peut-être va être amené à avoir un diagnostic plus tôt aussi parce que ça dérange la classe. Une petite fille, comme on lui a dit, bah non, sois sage, etc., etc., elle va essayer de réfréner tout ça et donc elle va rester, par exemple, bah, hyperactive, euh, mais ce sera contenu. Donc au niveau du cerveau, ce sera plus, elle sera rêveuse, voire même c'est mignon. En tout cas, ça dérange pas la classe. On va dire, ah oui, bon, bah elle est rêveuse. Et ça peut être du TDAH, mais du coup, c'est pas la même chose. Et pareil, on a constaté que sur le trouble du spectre autistique, voilà, de deux femmes qui passent sous le radar, parce que pareil, aux petites filles, on leur dit, ah, regarde dans les yeux, souris, dis merci à la dame, etc., etc. Et donc, ces petites filles sur le spectre développent ou même surdéveloppent, mais pas parce que c'est des super pouvoirs, c'est des stratégies de survie vraiment, des capacités, et des capacités, on le voit quand on fait passer les tests, qui sont même au-dessus de la norme. Donc c'est tout aussi atypique, mais là où on s'attendrait pour pouvoir diagnostiquer, pour le dire encore une fois très rapidement, je rentre pas dans les détails, mais un petit garçon va dire, ah bah oui, là il a en dessous de la norme sur le côté sociabilité, communication, etc. Donc clairement il est sur le spectre. Une petite fille, bah si elle est au-dessus ou dans la norme, on va dire, bah non, regardez, elle arrive à communiquer, elle regarde dans les yeux. Alors elle a surinvesti ça, donc ça demande une sur-énergie, une suradaptation. Et en même temps, on va peut-être même pas la diagnostiquer parce que les tests ont été faits pour et par des petits garçons et des hommes, quoi. Dans plusieurs aspects de l'histoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup finalement d'hommes qui ont fait des outils, même des vêtements, etc. pour les femmes et qui s'étaient complètement inadaptés sans jamais leur demander finalement leur opinion ou qu'est-ce qu'elles ont pensé ou comment elles se sentaient avec, etc. quoi. C'est incroyable. Crash test de voiture où ils ont mis en place un mannequin femme il y a très 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 peu de temps finalement. Mm, c'est incroyable. Et c'est quoi les conséquences de tout ça? Tu parles de cette suradaptation notamment, ce masquage dont tu parles dans le livre. Qu'est-ce qui se passe après derrière concrètement? Bah, malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que bah, plus on masque, plus on se suradapte, plus on utilise de l'énergie, hein, parce que finalement tout ça, ça en vient là. Et donc, bah, il y a des risques psychosociaux, c'est-à-dire il y a des risques de burn-out. Il y a beaucoup de personnes atypiques qui se découvrent en fait suite à un burn-out notamment. Et pour les femmes, il y a aussi beaucoup de mauvais diagnostics. Par exemple, bipolarité ou borderline notamment à la place de TDAH, et ce qui fait qu'on va peut-être leur donner des médicaments aussi qui ne vont pas correspondre et qui, en plus, vont dire, ah bah, et malgré tout ça, j'arrive toujours pas, alors que, bah, oui, c'est parce que c'est peut-être pas totalement ça. Donc, les conséquences, elles sont là, et donc, surtout, en effet, tout ce qui est épuisement, et au-delà d'épuisement, bah, voilà, burn-out, ça peut être de la dépression, enfin, il y a énormément de choses selon les personnes qui peuvent se jouer, ou alors, parfois, dans certains cas, la personne arrive à se suradapter et sans trop de soucis. Mais bon, en tout cas, les risques, ils sont bien réels. C'est vrai que tu insistes beaucoup dans le livre sur le fait que c'est pas parce que quelqu'un a l'air de bien fonctionner qu'il va bien. Oui, bah, et ça, quel que soit le profil, dans l'absolu, ça resterait, hein. Malheureusement, c'est la santé mentale, c'est un sujet dont on parle trop peu en société, et puis encore moins, c'est beaucoup plus rare, sauf avec des amis proches ou de la famille proche, et encore, mais bon, au bureau, on va pas forcément le faire non plus, donc c'est un sujet qui est beaucoup plus global. Et au-delà de ça, sur cette question justement de suradaptation et d'énergie, ça va être de comprendre qu'est-ce qui nous prend ou qu'est-ce qui nous redonne de l'énergie et d'avoir cette vigilance par rapport à ça. Et ça, encore une fois, quel que soit le profil ou pas. Moi, j'aime bien utiliser un exemple qui est un peu lié au gaming, enfin aux jeux vidéo ou autres, où on a la barre de vie, voilà, on a 10 cœurs, on commence la journée avec 10 cœurs, alors tous et toutes, on commence avec 10 cœurs, sauf que peut-être pour une personne, bah, prendre la voiture, ça lui coûte un cœur, pour une autre qui prend les transports, peut-être ça lui en coûte 3, ou alors qu'à une autre, ça lui en coûte 0,5. Enfin, et en fait, le fait est que quand on est à la barre, elle est à 0 point d'énergie, bah, faut se reposer et pour se recharger. Et donc, selon comment sa barre, elle va se vider ou se re-remplir, et ben, on va pas avoir les mêmes façons d'aborder la journée, alors que on pourrait, dans les faits,
vivre les mêmes choses en théorie, mais ça va pas avoir les mêmes impacts. À partir de quand, ça c'est quelque chose qui revient souvent finalement dans les discussions qu'on a, nous, au sein de Cameo, à partir de quand l'adaptation devient de la suradaptation? Parce qu'on parle souvent de notre capacité à s'adapter facilement, etc. C'est un énorme avantage, etc. C'est un super atout. Quand est-ce que ça devient de la suradaptation? Encore une fois, pour moi, la clé, c'est vraiment par rapport à l'énergie. C'est-à-dire que de toute façon, tout le monde se suradapte. Enfin, je veux dire, vivre en société, c'est aussi se suradapter en étant conscient ou consciente. C'est-à-dire que pour moi, la suradaptation, c'est à partir du moment où déjà, on n'est plus en conscience. Et bien souvent, c'est ça, ce qu'on appelle le masking ou camouflage sur certains profils. C'est-à-dire qu'à force, on a tellement gommé certains traits, certaines façons de faire, et ça prend de l'énergie, sans forcément même s'en rendre compte. Parce que si on choisit lors d'une interaction, parce que je sais pas, dans une réunion au travail ou même avec des amis, on se dit bon bah là je suis en société, bah, je vais faire un peu attention à ci ou ça. Enfin tout le monde le fait. Là, je vais pas parler de ça avec un tel, une telle. Enfin bon, c'est vivre en société. Mais tant que c'est conscient, tant que c'est voulu, tant on arrive à le gérer, ça passe. Ça peut être un peu fatigant, mais ça passe. Quand ça devient systématique, qu'on doit faire attention à tout, ou alors qu'on n'a même plus conscience que c'est de la suradaptation et on se gomme sans même s'en rendre compte, bah, c'est là où il y a un risque. Et d'ailleurs, on constate aussi bien souvent que les personnes qui ont un diagnostic, une fois qu'elles ont leur diagnostic, on a l'impression qu'il y a une sorte de alors le terme est pas le bon, pas de régression, mais en tout cas d'un coup, plus enfin, de symptômes ou etc. Et les gens vont dire, bah alors maintenant que tu as un diag, par exemple, d'autisme, maintenant tu agis comme un ou une autiste. Bah en fait non. C'est-à-dire que la personne se dit, ah mais maintenant en fait, j'ai peut-être le droit d'être moi-même parce qu'en fait, ça a validé le fait que oui. Alors qu'avant, bah c'est juste qu'elle gommait tellement à s'en épuiser, mais voilà, donc il y a aussi ce côté-là parfois qui peut jouer et on n'en a pas forcément conscience. Un diagnostic, ça peut être un super outil de compréhension, mais sans forcément devenir une prison. Nous, on le voit de temps en temps, c'est vrai que le piège, c'est de temps en temps découvrir finalement une explication qui va soulager, et puis après se raconter entièrement, tu vois, à travers cette explication. Là-dessus, alors moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est que les étiquettes, c'est intéressant parce que ça t'apprend comment tu dois laver ton vêtement, mais enfin, après, les étiquettes, moi, perso, ça me gratte, donc je les coupe. Donc, c'est, c'est ce côté-là, voilà, d'avoir, comme on disait, une clé de compréhension, mais pas d'en faire quelque chose qui, voilà, va venir gratter ou être là en permanence et autres. Après, je pense que là, c'est même plus une question de diagnostic, c'est une question aussi de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont ce besoin d'identification et de tout voir via ce filtre. Bah, peut-être que ça révèle aussi d'autres besoins, j'en sais rien. Derrière, ça c'est vraiment propre à chaque personne, mais c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui dit, ah bah non, mais ah bah maintenant j'ai eu mon diag, bon bah ça, bah non, je peux plus le faire ou je peux pas le faire parce que j'ai eu mon diag. En fait, c'est quoi enfin, qu'est-ce qui se pose derrière? C'est ça qui est intéressant dans les questionner. Est-ce que c'est-à-dire que la personne avant se suradaptait et du coup ne veut plus le faire parce qu'elle se sent autorisée à dire non? Ou alors est-ce que le diag devient une sorte parfois d'excuse? Et c'est souvent ça, hein, moi, qu'on me pose comme question d'entreprise. Est-ce que c'est une excuse ou une explication? Et en fait, là, pour moi, ce qui se joue, c'est quand c'est une explication dans une volonté aussi de dire, bah voilà, là, j'ai ce fonctionnement-là, donc ça, etc. Voilà, c'est pas la même chose que dire, bah non, ça, je peux pas. Parce que en effet, on peut y mettre tellement de choses derrière. Donc, pour moi, c'est pas enfermant. Après, si ça devient une personnalité, à la limite, si ça aide la personne, pourquoi pas. Mais comme on sait, notamment si je reprends l'exemple, enfin, de l'autisme ou même du TDAH, c'est un spectre. Donc en fait, même deux personnes qui auront, on va dire, en théorie un même diag, vont avoir des façons totalement différentes de vivre, d'interagir, etc., etc. Donc en fait, même cette étiquette-là, en fait, elle ne vaut, enfin, elle est peut-être pas forcément pertinente. Ce qui va être plus pertinent, c'est de dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est quoi les besoins? C'est quoi les facilités ou autres? Parce que d'un profil à l'autre, euh, ça peut être totalement différent. D'autant plus que tu parles justement de la co-occurrence, de la porosité qu'il peut y avoir entre les différents diagnostics, profils. Finalement, on ne tue pas que TDAH ou que TSA, etc. Il y a souvent des ponts qui se font, c'est ça que tu expliques. Oui, bah, et là-dessus, notamment sur TDAH et TSA, les dernières études en cours, alors qui sont pas encore totalement finalisées, mais tendraient à prouver que il s'agirait peut-être d'un spectre global, c'est-à-dire qu'il y a qui ont un TDAH et aussi un TSA et vice-versa. Je vais pas rentrer dans les détails, le pourcentage n'est pas tout à fait le même, mais ça pose question, en effet, alors qu'avant, on disait que c'était soit l'un, soit l'autre, et de façon exclusive. Là, on est en train de se rendre compte que bien
souvent, il peut avoir les deux, et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, et peut-être qu'au final, ça voudrait dire que quelque chose de plus transverse, quoi. Je suis tombé sur des profils sur les réseaux sociaux de personnes qui étaient TDAH et qui en parlaient, mais qui en parlent vraiment comme un handicap et qui refusent catégoriquement en fait de dire que ça a des avantages. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et qu'est-ce que tu leur dis généralement? Là encore, je pense que c'est vraiment ce côté, alors peut-être aussi en France où on a tendance à voir vraiment en binaire, c'est-à-dire que souvent, soit on va dire c'est un handicap ou c'est un super pouvoir, alors qu'en réalité, le curseur il se place alors au milieu ou plus ou moins au milieu ou parfois il va bouger. Donc après, je pense que là, ça devient la question du ressenti de la personne et encore une fois comment elle l'a vécu, comment elle a interagi. Si je pense dernièrement, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de prises de parole, notamment Michel Simès sur le TDAH qui a écrit un livre et qui lui parle de super pouvoir et sous l'angle, voilà, c'est mon super pouvoir, c'est que du positif, etc. Et donc ce qui a généré énormément de réactions aussi de personnes qui disent en fait non, c'est un handicap et on peut pas le vendre entre guillemets comme un super pouvoir parce que c'est pas la réalité. En tout cas, voilà, c'est sa réalité et il a réussi et ça l'a, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Donc encore une fois, c'est vraiment cette question-là et bien souvent, ça peut être un super pouvoir si je reprends exprès l'expression dans certains cas, cadre ou situation et à l'inverse un handicap. Donc c'est vraiment l'idée plutôt de reconnaître dans quel moment ça va être peut-être un super pouvoir, dans quel moment ça va être un handicap et du coup c'est quoi les besoins à associer pour y répondre. Donc c'est vraiment aussi très personnel. Il y a des personnes aussi qui ont ce besoin ou cette envie de le dire comme un handicap ou un super pouvoir en fonction. Donc voilà, là-dessus, c'est quelque chose qui finalement, pour moi, en dit plus sur la personne, la personnalité, peut-être parfois même les traumas de ce qui a pu se passer dans la vie ou les facilités, que le diag en tant que tel. Ouais, super intéressant. Nous, c'est vrai qu'on a une position justement sur le sujet chez Cameo. On appelle rarement ça des super pouvoirs ou au contraire des handicaps. C'est vrai que surtout aujourd'hui, dans un monde qui manque parfois de nuances, beaucoup même, justement parce que la polarité fait vendre aussi. Tu le disais, voilà, c'est ça aussi. Quand on parle de super pouvoir, ça a un côté assez qui donne envie à certaines personnes qui de temps en temps l'ont vécu comme un handicap ou inversement d'ailleurs, qui va repousser des personnes qui le voient uniquement. Voilà. Une autre idée importante du livre, c'est qu'on peut pas parler de neurodivergence sans parler d'environnement. À quoi ressemble, selon toi, finalement, un bon cadre de travail pour une personne neurodivergente? Alors là encore, hein, tu auras remarqué, je déteste les généralités. Parce que ça va être voilà, ça va être quelque chose voilà de complexe et encore une fois peut-être on l'a pas évoqué mais aussi la spécificité sur le sujet de la neurodivergence, c'est-à-dire qu'on parle d'une alors parfois de handicap mais sinon de différence invisible et qui peut être invisible aux yeux même de la personne. Et ça, c'est important aussi parce que dans une entreprise, il y a peut-être des personnes, dans certains cas, qui ont une RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur en situation de handicap, d'autres qui sont en questionnement, qui peut-être peuvent pas aller passer les diags parce que on peut peut-être le mentionner quand même, passer un diag, si on le fait en libéral, ça peut être excessivement cher. Si on le fait sur un parcours accompagné, ça peut être extrêmement long, ça peut être jusqu'à 2 ans. Voilà. Donc ça peut prendre du temps aussi et des personnes qui tout simplement ne le savent pas. Peut-être un jour se poseront la question, notamment on le voit de plus en plus en faisant diagnostiquer leurs enfants en disant je comprends pas, moi je fonctionne pareil. Mhm. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une part d'hérédité, et puis d'autres personnes qui jamais ne se poseront la question, et voilà. Donc pour moi, en fait, ça complexifie, et en même temps, ça justifie, si j'ose dire, le fait de penser, selon moi, côté neurodiversité. C'est-à-dire que là, si je prends ma casquette de manager, quand je prends une équipe ou j'échange, pour moi, ce qui est important et ce qu'on fait finalement peu, c'est de parler des différents besoins. Mais quand je dis besoin, pas lié à telle spécificité, etc., etc. C'est juste ouvrir le dialogue. Ah bah tiens, vous, c'est quoi vos préférences de communication dans l'équipe? Est-ce que il vaut mieux que je vous appelle en direct, que j'envoie d'abord un message, un mail? Très bête hein, comme exemple, mais c'est un exemple que je donne souvent parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on fait pas. Et rien que de déclencher cette discussion-là en équipe, les personnes se rendent compte que ah toi tu préfères que je t'appelle en direct. Ah oui mais moi je déteste appeler les gens, donc moi envoie-moi plutôt un message. Alors après bon, on pourra pas toujours faire au mieux selon la personne, mais savoir ça permet aussi de se dire ah ok il ou elle fonctionne pas comme moi, et en fait on s'en moque du profil associé derrière ou pas, etc. Donc ça, voilà,
petit exemple, mais qui peut être fait de façon beaucoup plus large. Je sais que telle personne, peut-être, elle va préférer se poser, venir beaucoup plus tôt parce qu'elle va être au calme pour avancer, pour travailler. Telle autre, enfin, d'être ensemble et qu'est-ce qui peut aider. Et après, il y a des choses peut-être plus de l'ordre de l'environnement de travail. Par exemple, des personnes qui peuvent être peut-être plus, je sais pas, hypersensibles au son, au bruit, à la lumière, ce qui est mon cas. Donc c'est pour ça que ça me vient en tête. Et plein d'autres choses. Mais ça, en effet, encore une fois, il n'y a pas besoin de diagnostic pour que quelqu'un dise, ah ben moi, je sais que j'ai plus de mal à me concentrer dans tel environnement. Pas forcément parler de ta neurodivergence, même si tu as un mot finalement dessus, mais plus parler simplement de ses besoins et ses conditions de fonctionnement. Pour moi, en tout cas, c'est le premier angle, c'est de parler au global des besoins, des conditions de fonctionnement, etc., quelle que soit la personne, parce qu'encore une fois, déjà, la personne, elle a peut-être pas envie d'en parler, enfin bref, tout ce que je disais avant. Et en même temps, pour moi, c'est la question de la confiance, parce que souvent, on a tendance à dire, il faut que notamment les RH, les managers soient sensibilisés, voire soient formés pour aller identifier, pour mieux accompagner. En fait, pour moi, le paradigme, il est totalement à inverser, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau, et quand je dis à mon niveau, c'est-à-dire quel que soit mon rôle dans l'entreprise, collègue, manager, qu'importe, pour contribuer à une meilleure inclusion au sens très large. Et du coup, si je me pose la question de cette façon-là, c'est comment on peut avoir un cadre de confiance et le fait de finalement banaliser aussi certaines discussions, notamment ce que je disais comme exemple sur la question des besoins. Déjà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, de parler de ça, besoin, ne serait-ce qu'en donnant l'exemple, c'est-à-dire le principe d'exemplarité, surtout quand on est manager, il est hyper important. Donc c'est aussi de dire, ah bah moi voilà, moi je préfère qu'on me contacte de telle façon, ou moi vous étonnez pas si j'interagis plutôt comme ça, etc., etc. Euh, donc moi par exemple, je sais que j'ai dans ma signature de mail, parce que je sais que j'ai tendance à parfois mieux travailler au calme le soir, et donc mais je précise bien, j'envoie un mail à un horaire qui est ok pour moi, j'attends pas de réponse en fait dans la foulée, parce que ça peut être quelque chose qui est stressant de la part de son manager, on reçoit des mails, etc., etc. Donc moi j'explique, je fonctionne comme ça, mais j'attends pas forcément en face. Voilà, il y a ces choses-là en termes de fonctionnement. Et puis encore une fois, il faut être à l'aise avec le sujet. Moi je sais que comme je parle ouvertement de ces sujets-là, j'ai pas de souci à parler de ma neurodivergence, parce que de toute façon, j'en parle librement à droite à gauche, donc mes équipes sont au courant. Et depuis que moi, j'en parle, même si j'en parle pas non plus systématiquement en équipe, mais voilà, c'est connu. J'ai jamais eu autant de personnes dans mes équipes qui viennent me parler aussi de leur cas ou du cas de leurs enfants, etc., etc. C'est-à-dire que ça permet aussi, par l'exemplarité, de créer un espace de dialogue et du coup de confiance et de personnes qui n'en avaient jamais parlé avant. Ouais, ça délie les langues un petit peu, de se dire, ok, moi aussi, Et si on délie les langues sans stigmatiser en disant bah voilà moi je suis comme ci ou comme ça ou j'ai telle ou telle préférence, et bah mine de rien ça permet aussi de beaucoup mieux comprendre et c'est libérateur pour des personnes qui, si j'en reviens à ce que je disais avant, ont pu se suradapter ou essayer de gommer tel fonctionnement et du coup qui ont pu s'épuiser. Donc moi dans ce cas-là, si la personne m'en parle, ça va être ok, de quoi tu as besoin de ma part ou qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Est-ce que tu as besoin que je te rajoute, j'en sais rien, plus de cadres, plus de points réguliers, ou au contraire, enfin, après, on trouve des solutions et on fait au mieux, mais ouais. c'est c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça suit un peu la structure de ton livre qui est déjà mettre des mots et après il y a une partie compréhension parce que avant finalement de pouvoir exprimer ses besoins au sein d'une équipe, il faut déjà de temps en temps se poser la question des besoins. J'étais en discussion pas plus tard qu'hier avec quelqu'un que j'accompagnais et que il me faisait part d'une problématique et je lui dis ok, tu as les besoins de ton conjoint mais les tiens c'est lesquels. Et là c'était ah ouais mais en fait je me suis jamais posé la question, tu vois. Mm. C'est ça qui peut, de temps en temps. Et c'est vrai que j'ai l'impression, moi, en tout cas, dans la structure de ton livre, il y a ces parties-là, finalement. Il y a une partie, je pose des mots, j'essaie de comprendre mon fonctionnement. Derrière, il y a comment j'évite de tomber dans les mythes. Comment je réponds finalement aussi quand les personnes me balancent un peu des mythes à la figure. Qui sont touchés, et comment finalement, dans un environnement de travail, je peux l'exprimer. Et tu parles d'empowerment à la fin, justement, sur ouais, aussi incarner et faire sa part aussi de faire passer ces messages-là. Et je pense que moi, ce que j'entends aussi, c'est que voilà, pour qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait une conversation, il faut vraiment qu'il y ait deux parties qui soient ouvertes, non seulement enfin, qui soient ouvertes à la conversation, tout simplement, quoi, qu'il y ait un vrai échange.
D'où ma question finalement, à quel moment il faut... Ça peut m'arriver aussi là-dessus, moi, d'être face à des personnes qui étaient pas ouvertes, mais à partir du moment où, en fait, pour moi, c'était pas un, enfin, c'était un sujet comme un autre, hein. Pareil, un exemple que j'aime bien donner, c'est-à-dire que si on regarde, il y a finalement pas si longtemps ce qui se passait au niveau des personnes qui sont gauchères, c'était très mal vu. Pareil, il fallait se suradapter, il fallait absolument apprendre à écrire avec la main droite, et alors bon, du coup, pas forcément bien écrire. Alors que un gaucher, une gauchère, bah, c'est quoi les besoins, hein, parmi d'autres, mais je veux dire, bah, des ciseaux, par exemple, adaptés à la main gauche, en tant que tel, bah, ça change tout pour la personne et c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Et maintenant, bah, moi, quand je fais des confs, j'aime bien poser la question, voilà, est-ce qu'il y a des gauchers, des gauchères? C'est à peu près 10% de la population, on le sait. Les personnes n'ont aucun souci à lever la main. Et après, quand je pose la question, est-ce qu'il y a des neurodivergents, des neurodivergentes? Bah, c'est moins évident. Alors que, bah, dans les faits, pour moi, ça devrait être aussi anodin. C'est-à-dire qu'on peut en parler, on le dit parce que derrière, on va dire, bah, peut-être j'ai des besoins de ciseaux spécifiques pour, voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'attribue ça au fait qu'il y a on porte un jugement de valeur dans ce cas-là. Oui, on est sur des stéréotypes très forts aussi. C'est quand on sort de la norme, dire tu es anormal, c'est dire tu es pas comme il faut en fait, et t'es pas une bonne personne. On avait fait une conférence sur cette thématique et c'est vrai que ça avait été assez comme intelligent, tu es intelligent ou moins intelligent, etc. Il y a un jugement de valeur qu'on met derrière finalement ces notions. Oui, alors c'est pas une question de qualitatif, hein, ou de quantitatif plutôt, c'est différent, quoi. Tu vas pas comparer des choux et des carottes, comme on dit, bon bah voilà, pourtant c'est des légumes. À quel moment il faut adapter le cadre et à quel moment il faut aussi accepter qu'un cadre finalement il est tout simplement pas fait pour nous. Alors ça, je pense que c'est très vaste. Je pense que le cadre, de toute façon, je dirais même par qu'est-ce qu'on entend par cadre, parce que en fait, un cadre, il s'adapte en permanence. Après, la question c'est à qui il s'adapte. Et bien souvent, il s'adapte à la majorité qui donc est considérée comme la norme. Cadre, c'est pas non plus obligé d'être fermé et verrouillé. Donc pour moi, c'est là-dessus que ça va se jouer. Donc là, la réponse, elle est un peu générale, mais c'est parce qu'il y a tellement de cas possibles que c'est vraiment plutôt ça. Et pour moi, c'est peut-être pas tant de le voir comment on adapte le cadre, plutôt que de repenser même et ce sur quoi on a basé les critères, en fait. C'est-à-dire que des choses très anodines, mais qui peuvent jouer, le fait de se dire qui a décidé que, alors c'est pas forcément toujours le cas, mais qu'en entreprise, il fallait absolument venir faire du small talk à la machine à café pour pouvoir avoir sa place. Parce que c'est quand même quelque chose, voilà, et du coup, qui peut exclure certaines personnes et qui, du coup, peut être mal vu. Alors que, bah, enfin, il y a peut-être d'autres façons de faire, enfin, voilà, exemple très bête, hein, mais je veux dire, c'est plein de petites choses comme ça bah, on a le fameux, on a toujours fait comme ça, ou bah, voilà. Et ça, c'est la question de qu'est-ce qui exclut ou qu'est-ce qui exclut pas. Si il y a de moins en moins de fumeurs, mais par exemple, voilà, si à l'époque, si on n'était pas fumeur et qu'on descendait pas faire la pause clope, on ratait plein d'infos. Et la norme, c'était finalement de fumer et ce qui n'était pas la norme, voilà. Donc en fait, on peut l'adapter à plein de questionnements. Effectivement, c'est des discussions qui viennent souvent justement sur ces small talk, comme tu disais à la machine à café. C'est pas tant qu'on peut pas le faire, c'est énergivore en fait. Comme tu disais tout à l'heure, ça nous prend énormément d'énergie. Enfin, pour certaines personnes, ça prend énormément d'énergie. Si quelqu'un écoute cet épisode aujourd'hui et se reconnaît dans ce qu'on vient de dire, sans encore savoir trop quoi en faire, ça serait quoi d'après toi le premier pas qui pourrait faire selon toi? Je pense que déjà se renseigner, parce que si ça fait écho, bah, c'est en tout cas que ça vient toucher quelque chose. Alors c'est peut-être pas forcément diagnostic derrière, parce que ça peut être aussi parce que ça reflète sur les besoins de la personne, sur sa vie ou autre. Mais en tout cas se renseigner, se poser les questions, aller explorer ce qui peut lui parler et si besoin d'aller plus loin, bah, dans ce cas-là potentiellement, si on parle de neurodivergence, ça peut être bah, un diagnostic avec un ou une professionnelle, bien entendu. Oui. Mélodie, je te propose qu'on passe aux questions de la fin, questions rapides. Euh, Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un livre que tu offres ou que tu recommandes souvent? Alors, un seul, bah non, parce que choisir, c'est renoncer. Comme je disais au début. Compliqué. Alors, un peut-être qui me vient là en rapport avec le sujet, en faisant un petit pas de côté, qui est pas récent, hein, qui est Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, qui, moi, à l'époque, en tout cas, j'avais trouvé vraiment très intéressant. Alors, pour le dire très rapidement, hein, il y a le système. Enfin, c'est sur la façon de penser. Lui, il est prix Nobel en économie, si je dis pas de bêtises. Et là, il est sur un autre sujet plus de psycho, où c'est le principe de dire qu'on a tous et toutes deux façons de penser, pour résumer encore une fois. Système 1 qui est en gros rapide, intuitif et émotionnel, et système 2 qui est plus lent, plus réfléchi, plus contrôlé et plus logique. Et que bien souvent, et c'est ce qui démontre dans le livre, il y a plein d'expériences et d'exemples, c'est que la pensée rapide, c'est celle qu'on a systématiquement et qu'on a aussi ben, dans nos choix, nos jugements, nos stéréotypes, mais qui peut
avoir plein de ravages, notamment avec beaucoup de biais cognitifs et qu'on en ait les jouets. Donc je trouve que celui-là, il est pas du tout sur les questions de diag ou autre. En même temps, il est intéressant parce qu'il peut parler à tout le monde et les exemples sont assez pertinents. Donc ouais, c'est celui-là qui me vient. Et alors, parce que je vais pas en choisir qu'un, un autre sur un sujet totalement différent, mais j'y pense parce que c'est en ce moment ce que je lis à ma fille tous les soirs, c'est les Histoires du soir pour filles rebelles, où là il y a plusieurs tomes et en fait c'est justement ça parle à chaque fois de plein de femmes qu'on a oubliées ou pas, mais bien souvent dans l'histoire et donc qui donne aussi plein de rôles modèles. À chaque fois c'est une page, une histoire de femmes et ça je trouve que c'est important aussi pour les petites filles. C'est super intéressant ce que tu dis sur Système 1, Système 2. Je voyais un post récemment de la personne qui a la chaîne YouTube Fulloscopy. J'ai plus son nom en tête, mais ce chercheur, il fait des super vidéos sur tout ça. Et il parlait, hier, il a mis un post. Et il parlait du fait que là, en ce moment, les recherches vont dans le sens qu'avec l'utilisation de l'IA, on serait dans un système zéro. On n'utilise ni l'un ni l'autre, on déporte tout à l'IA, toute sa réflexion, tout. Et on lui fait confiance, les yeux fermés. Donc, moi, c'est un message, c'est vrai, merci d'en parler parce que c'est un message que j'essaie de faire passer à mes étudiants, de vraiment développer leur esprit critique, que c'est normal si au final ils se trompent, qu'ils cherchent, etc. Donc qu'ils utilisent justement ces fameux systèmes et pas passer par ce système zéro. Autre question, si tu pouvais acquérir instantanément une compétence, ça serait laquelle? Non, je sais pas. Non, super pouvoir, je me dis le don d'ubiquité, comme ça peut-être je pourrais faire toutes les choses que j'ai dans la tête un peu plus. Ouais, je sais pas, compétence. Ouais, non, ubiquité, on va rester là-dessus, je pensais. Ce serait pratique. Je sais pas si ce serait la meilleure pour moi, mais ce serait pratique. Et dernière question, est-ce qu'il y a un apprentissage ou une découverte récente qui t'a vraiment fasciné? Oui, sur un sujet peut-être anodin, mais moi, du coup, ça m'a fasciné de l'apprendre. Je sais pas si en ce moment, notamment, bon, les arbres, ils commencent à fleurir, mais là, on était un peu en hiver encore, et tu sais, parfois, on avait l'impression il y a des petits, on trouve ça mignon, tu sais, des nids d'oiseaux où il y a un petit peu dans les arbres qui sont assez dépouillés, voilà, un petit truc comme ça. Et donc ça, bah, c'est pas en général des nids, c'est du gui. Et j'ai découvert qu'en fait, le gui, tu sais, qu'on trouve, bah, voilà, dans les fêtes de fin d'année, on trouve ça mignon, on s'embrasse sous le gui, tout ce qu'on veut dans les traditions. Et ben en fait, c'est une plante parasite qui, comme ça, voilà, se met dans les arbres, va totalement les appauvrir et se renouvelle. Et en fait, ces petites boules-là, on se dit, ah, c'est mignon, il y a des petites boules comme ça dans les arbres, c'est bucolique ou peut-être même c'est des nids, ah, ou c'est du gui, etc. En fait, non, le gui, c'est vraiment un parasite qui va tuer totalement ces arbres. Et maintenant, en fait, quand je lève la tête et que je vois ça dans les arbres, j'ai eu un petit peu un regard différent en me disant, voilà, c'est la petite. Mélodie, merci pour tous ces partages. Si quelqu'un veut te suivre, en savoir plus sur toi, où est-ce qu'il peut aller? Sur LinkedIn notamment, voilà, pour me contacter si besoin. Après, j'ai un site aussi internet sur ce que je fais en termes d'accompagnement pour les entreprises et autres, donc qui s'appelle Braining Out. Eh bien, Mélodie, merci beaucoup. C'était un vrai Merci à plaisir. toi, Et puis, de eh même. bien, à très bientôt. À très vite.